Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Ben c'est parti pour un autre épisode de ton émission Aventure chasse-pêche. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'émission? Bien, écoute, on s'en va rejoindre la Fondation de la Faune pour une restauration de l'habitat du castor dans le but de protéger la tortue mouchetée. Pas mal intéressant. Direction aussi ZEC de la Rivière-Blanche. On rencontre les gestionnaires. On apprend un peu plus sur les territoires organisés qui sont les ZEC. Après ça, on a du monde en studio. Là. Je vois Pierre Duchesne de Beneva qui vient nous parler d'assurance chalet. Après ça... Effectivement. Ensuite de ça, bien, écoute, on a Frank Legault qui vient nous voir, qui fait des cannes à pêche un peu spéciales. J'ai hâte de te présenter ça. C'est intéressant. On parle de la gamme Ovix aussi de Browning. Ne manquez pas ça, vous allez tomber sur derrière. Il y a du stock en tabarouette. Là, on rentre dans le prime. Là. On est là, l'orignal. Là, on est comme... Tu sais, on a toujours dit à partir du 15 à peu près. Mais là, on est dedans. Là, on voit beaucoup d'images passer. Là. Oui, effectivement. Là, on voit vraiment que, tu sais, bon, en début de saison, des fois, ils répondent pas toujours au call, ils répondent pas toujours à l'appel. Là, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc là, on a des bonnes réactions dans le bois. On va commencer à avoir des bons frottages, des bons grattages, des souilles très actives aussi. Donc là, c'est le temps vraiment d'utiliser toutes les différentes techniques qui vous ont été montrées tout au long de la saison, les mettre en pratique parce que là, ça va répondre. Ça qu'on appelle des leurres sexuelles, c'est le bon temps. C'est le bon. Pénurie de munitions. Oui. Parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Il faut un peu comprendre la pénurie de munitions en deux temps. Apparition de la COVID, beaucoup de gens se sont rués vers les magasins, ont vidé les stocks de munitions, ça a été remplacé, on a vidé les entrepôts finalement. Puis déjà, on avait de la misère dans l'industrie à rattraper un peu le vide que ça avait créé. Puis embarquent les conflits armés, puis il y a des nouveaux conflits armés qui apparaissent. Et il faut comprendre que dans la fabrication d'un projectile, que ce soit pour le civil ou encore pour le militaire, ça prend de la poudre pour garrocher ce petit boulet-là dans l'air. Exact. Fait que de la IMR, qui, j'ai appris que c'était fabriqué ici au Québec, la IMR, la BMG, etc., sont aussi des poudres que les militaires utilisent. Donc, c'est sûr et certain que avant de restocker ce qu'on a vidé dans les magasins, là, quand il y en apparaît, vous achetez à la caisse au complet. Fait évidemment, c'est normal, je ferais la même chose. Oui. Alors, on se ramasse, il n'y en a pas. Bien, on va restocker les réserves. Ils vont restocker les réserves fédérales et s'assurer de fournir aux forces armées en premier pour les calibres NATO qui sont utilisés, qui ont les mêmes poudres que nous autres. Donc, on est chanceux quand on en voit apparaître. Oui, stockez-vous. Quand est-ce que ça va revenir exactement? C'est dur à savoir. Essayez de vous tenir dans les calibres les plus populaires parce qu'évidemment, dans les prévisions de quantité de fabrication des différentes usines de munitions, bien, ils vont y aller vers, par exemple, la 308, 30-06, 7 mm, 300. C'est ça. Les calibres là, les plus populaires sont ceux qui vont être généralement qui vont frapper les tablettes en premier. J'ai vu passer dernièrement, entre autres, des bons lots de 300, mais vous avez tout acheté, évidemment. J'ai même pas eu le temps d'en racheter. C'est important de pouvoir un petit peu connaître son arme quand on vous dit de le faire tout au long de la saison, de pouvoir trouver un plan A, un plan B et un plan C. Et c'est la raison pour laquelle, là, vos pratiques au chantier avec des munitions qui sont peut-être pas celles avec lesquelles vous êtes habitués généralement peuvent faire une grosse différence aussi dans l'issue de votre chasse. Absolument. Je te transporte du côté de ma sélection Euno de la semaine. Oui, vas-y, je t'écoute, j'aime toujours ça. On va demander à Nicolas Tivierge de rester dans la régie parce que là, on s'en va pour les becs sucrés. Les becs sucrés sont souvent portés vers les sauternes qui sont quand même relativement chers. Il y a les pinots des Charentes aussi qui sont très aimés. Là, j'y vais avec un pinot des Charentes Raynac. Ça fait 50 ans que Raynac se démarque dans la fabrication de pinots des Charentes. Mais là, on arrive avec une nouvelle étiquette à la SAC, qui est l'étiquette que vous voyez présentement. Donc, pour le pinot des Charentes Raynac. Avec cette nouvelle étiquette-là, vous allez le trouver assez facilement, puis quand même assez abordable pour un pinot des Charentes. Là, si on veut comprendre ce que c'est qu'un pinot des Charentes, selon la légende, dans la région de Cognac, on a un vigneron qui place du mou de raisin dans un baril qui pense vide, mais dans lequel il y a de l'eau de vie de cognac. On sort de là plus tard, parce qu'on découvre qu'il n'a pas mis à bonne place, on sort ça de là, on fait comme... Intéressant. On peut d'ail. Et d'ailleurs, Raynac se termine par AC pour faire référence à cognac. Donc, on s'en vient vraiment là-dessus. On a, on dit vraiment le Raynac, là, donc le Pinot des Charentes Raynac pour cognac. Les cépages qu'il y a là-dedans, dans celui-là, assemblage, Uni blanc, je les lis parce que je les connais moins. Uni blanc, folle blanche et colombard, élevés sous bois.
Donc, belle couleur jaune brillante, puisque c'est élevé sous bois, ça devient comme nacré. Un Pinot des Charentes, là, tu prends ça là. Genre, là, c'est le temps de prendre un Pinot des Charentes comme apéritif. Sinon, on va aller mettre ça sur des pétoncles. Vous faites un terre-mer avec votre orignal, des pétoncles. Si vous en reste ou si vous faites sacrifier un peu, je suis fort là-dessus, là. Déglacez-moi ces pétoncles-là avec le Pinot des Charentes. Ça va caraméliser dessus, ça va être complètement débile. On le trouve en sac très facilement. Vous reconnaissez la nouvelle étiquette. Ça fait 50 ans que ça existe, mais là, cette étiquette-là, c'est celle que vous cherchez. Hey, l'autre bord de la pause, tu me parles de canne à pêche? Ben oui, écoute, c'est canne à pêche Richelieu qui sont là. Yes, j'ai hâte de voir ça. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Aujourd'hui, je voulais te présenter quelqu'un d'un petit peu spécial. Je sais que t'aimes tout ce qui est personnalisé, t'aimes ce qui est différent, ce qui sort de la masse. Bien, je te présente Frank Legault qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Frank. Salut Martin. Ça va bien? Ben vous allez bien. Oui. Sa compagnie, c'est Richelieu Custom Fishing Rods. Écoute, c'est un artisan québécois qui, comme tu l'as vu, personnalise des cannes. Frank, j'aimerais ça un petit peu que tu nous expliques d'où t'es venue ta passion, comment ça a commencé tout ça. On va essayer de faire ça court. Comme de raison, je suis un maniaque de pêche. Puis avec les années, ben j'ai commencé à modifier mes cannes à pêche, réparer mes cannes à pêche, réparer les cannes à mes chums. J'ai des enfants, tout le monde pêche, tout le monde brise des affaires. Ça fait qu'au fil du temps, ben, j'ai appris à comment arranger une canne, comment placer les guides comme il faut, les attacher comme il faut, refaire les poignées. Et dans la dernière année, j'ai décidé un soir comme ça que je me ferais une canne. OK. Puis c'était juste ça, je voulais juste me faire une canne. C'est sûr que j'ai eu des idées de grandeur, là, comme tout le monde, là, j'ai dit me faire des cannes, puis go, mais c'était pas ça le plan. Le plan était de m'en faire une. Que si ça marche, ben j'en fais pour les enfants, j'en fais pour les chums, puis on y va comme ça. Puis aujourd'hui, ben, avec les médias sociaux, ben moi j'ai posté mon travail, j'en ai fait plus. J'ai fait ma canne, je m'en suis fait une deuxième, j'ai décoré mes autres cannes, les cannes des enfants, les cannes à mes chums. Puis j'ai tout balancé ça sur Internet. Puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. J'ai été invité. Puis les réseaux sociaux, ben on voit beaucoup. À un moment donné, le téléphone sonne. Le téléphone s'est mis à sonner. On m'a acheté des cannes. On m'a fait des demandes pour construire des cannes pour beaucoup de monde à date, jusqu'à présent. Ça fait que c'est ça, on est rendu là aujourd'hui. Puis ton produit, parle-nous de ton produit un peu, là, parce que éventuellement, tu choisis chacune des parties de ton produit. La majorité, tu les fais toi-même, de ce que je peux comprendre? Je construis tout ce qui est poigné. Les seules choses qui viennent à la maison, que je commande, qui sont manufacturées, vont être les blancs, les guides et les reel seats. Donc, les blancs, c'est vraiment la canne nue, il n'y a rien dessus. Les cannes arrivent à la maison, flambant nues comme ça. Là, ici, on a deux différents modèles. Un ancien modèle qui est toujours très d'actualité, celui du bas. Et le deuxième qui est comme le haut de gamme du premier, si tu veux, qui ont épuré le graphite et le carbone dedans. Ils l'ont allégé, ils l'ont aminci. Et, pour à peu près la même... pour à peu près les mêmes ratios. Là, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas deux modèles identiques. Puis tu dis ce qu'il y a d'autre qui te vient déjà fait, c'est le... C'est les reel seats et... Donc l'assise pour le moulinet et les guides. Et les guides, je veux t'en parler de petites secondes. Je vais... Yves, il y a la caméra, je suis en face de moi, je vais essayer de m'aligner avec lui. Là, voir, là. Yves, on travaille ensemble, Yves, OK? Il y a quelque chose qui a attiré ton regard. Oh oui, regarde bien ça, là. Regardez bien ça. Mais pourquoi je voudrais une canne que les anneaux ne sont pas alignés? Tantôt, j'ai essayé de les réaligner, je les ai mal montés. Mais c'est quoi ça? C'est bien capoté. Ça, on appelle ça un acid wrap. OK. C'est Acid Wrap Guide. Ça a été créé dans fin 70, début 80, là, si ma mémoire ne me joue pas trop de tours. Le Rod Builder qui a créé ça chez lui pendant une fin de semaine, le concept derrière ça est de donner plus de puissance de tir. Tu peux casser plus loin en forçant moins. Okay. Tu peux aller prendre des leurres un peu plus pesants. Là, on ne parlera pas d'aller prendre. Celle-là est ratée à 1 once et demi, je pense. OK. On n'ira pas casser du 5 onces.
mais je peux y aller avec du 2 onces et demi, proche 3 onces. Wow. J'ai même pas peur. J'ai pas de stress. Et l'avantage des guides qui sont en spirale va faire que ta canne est montée à la fin comme une spin rod. Il y a deux la spin rod, à la base, c'est pour pouvoir caster plus loin. Oui, c'est à ça qu'elle sert. Oui. En ayant fini un bait caster ou une boat rod comme ça, le mouvement est plus naturel sur ta canne. Tu as moins de torque. Ta canne va devenir donc plus résistante pour les plus gros combats. Elle va moins se fatiguer. Puis en même temps, toi aussi, tu vas moins te fatiguer. Wow. Moi, c'est ma canne à brochet. OK, Ça, celle-là, c'est c'est une ta canne à 12-25 brochet. livres. J'ai un 300 là-dessus. Je m'en vais au brochet, puis je caste. C'est fait pour fighter du gros. C'est fait pour fighter du gros. C'est fait pour lancer loin. C'est hyper résistant. C'est un modèle en e-glace. C'est pas du carbone, c'est pas du graphite. C'est hyper léger. Le seul défaut que j'y ai trouvé, c'est que mon moulinet que je mets dessus est pas assez pesant. On dirait que j'ai rien dans les mains quand je caste. Puis j'aime pas ça. C'est la seule chose. Fait que je vais changer le moulinet, je vais mettre quelque chose de plus pesant. Pas à canne le problème. Je vais être Au tranquille. départ, on est... Au départ, oui, c'est ça. Moi, j'aimerais que tu expliques un peu comment ça fonctionne pour la personnalisation de ces cannes-là. Parce que là, on voit qu'ils ont chacune leur motif qui est différent. Je sais que tu t'occupes aussi du liège, donc tu fais la personnalisation au niveau des poignées aussi. Comment ça fonctionne? D'abord, si j'ai pas de commande, je m'amuse tout simplement. Je m'assieds chez nous puis je prends le temps de me construire des poignées. Si on peut prendre celle-là, mais on peut prendre celle-là aussi qui est ma préférée, je te dirais. Motif un peu différent. Ouais, c'est la première que j'ai pris dans mes mains quand t'es arrivé, là. Ben c'est ça. Celle-là est très unique. Il y en a pas, je pense qu'il n'y en a pas au Canada. Je pense que c'est la première. Les matériaux ont été importés. Le liège vient du Portugal. La peau de serpent sonnette a été importée du Texas. C'est une vraie peau de serpent. C'est pas un sticker. Wow! Je prends pas des stickers. Je mets de la vraie peau. On commence à C'est jouer vraiment dans J'ai 3 couches d'époxy pour assurer que ça reste à sa place et que le fini est doux. Fait que dans le fond, tu vas tout. Si c'est du tissu, tu vas vraiment t'occuper de faire le tissage pour créer un Si c'est motif, du s'assurer fil, ouais. que ça reste vraiment continu. Puis sinon, tu vas même chercher des matériaux qui sont un petit peu plus spécifiques, des fois selon certaines demandes de clients, ou encore parce que tu décides de t'amuser. Bien, c'est ça qui arrive. C'est que je m'amuse beaucoup. De construire des cannes à pêche a 2 effets pour moi. C'est simple. Ça me relaxe. Oui. Je suis un gars anxieux. Puis si je passe du temps sur des cannes à pêche d'une journée, l'anxiété, elle s'en va. Ça, c'est bon, ça. C'est On aime ça entendre C'est ça. comme aller à la pêche. C'est comme aller à la pêche, puis là, ben, j'ai pas le temps d'y aller parce que je fais des cannes. Mais regarde, c'est correct. Puis après ça, si tu m'appelles, tu me dis j'en veux une canne, ben on va discuter de quel genre de poignée tu veux. Tu as le choix. Split grip, full grip, liège, mousseva, shrink wrap. Tu vas décider des couleurs que tu veux prendre. C'est complètement Je vais capoté. te laisser le choix de tu veux-tu une spin rod, tu veux-tu une bait caster, tu veux-tu une. Ici, j'en ai une belle, là, une 7 pieds en 3 morceaux. Oh, cool. Un client à qui je l'ai vendu ne s'en est pas encore servi, mais l'a laissé pour que je l'emmène ici. Très belle, très belle. Minimaliste. Magnifique. Minimaliste Oui. comme design par rapport Oui. aux autres, mais très, très, très. Mais là, tu vas peut-être pouvoir C'est classique, présenter. c'est sobre. Peut-être que Frank, on pourrait présenter celle qui est à Martin. Ah, c'est vrai, toi. Ah, je crasse. Pourquoi tu penses que je suis dans la chronique? C'est juste pour ça. Coucou. Frank, tu Vas-y. veux-tu lui On présenter? t'en a fait Tu m'as quoi, fait là? une canne. Ben oui, je t'ai Ben fait voyons une donc. canne. Puis t'as ton nom dessus. Hey, c'est écrit mon nom dessus, mais attends un peu, là, un capoté, cette canne-là. Là. C'est complètement capoté. Fait que Frank, quand j'y ai parlé de l'idée, écoute, il était plus que content parce que pour pouvoir le faire pour toi, c'était quelque chose qui, lui tenait à cœur. Ben oui, check ça. Écoute, il t'écoute depuis des années, Frank, puis il sait un petit peu ce que tu fais puis ce que t'aimes. Donc, il tenait à t'en offrir une, lui, de son Mais côté. c'est non même malade, sérieusement. Hey, un énorme merci. Ça veut dire que je vais pouvoir te donner un feedback là-dessus, puis vous donner un feedback là-dessus aussi. Il va falloir qu'il Certain revienne, que on tu n'aura pas le gâteras. choix. Génial. Là, on a Je suis vraiment content pour vrai. une extra fast, light. Oui. 8 à 14 livres, 5/8 à 3/4 d'once. Elle est Très excellente pour le intéressant. doré. C'est le même modèle que moi j'ai. Moi, j'ai cette canne à la maison. C'est ça que je me sers pour aller au doré. Drop shot, petit jig. OK. C'est un charme. Donc, C'est un charme. une light jigger. Oui, oui. Génial. Eh ça. bien, voyons donc, toujours. Hein, t'es-tu content? Ben, là, je sais pas, ça, c'est comme Obi-Wan Kenobi avec un nouveau sabre dans les mains, là. Hey, merci, Qu'est-ce qui est sérieusement. pas content d'en recevoir une nouvelle canne à Ben pêche? non, c'est ça. tu Là, on sais. te trouve facilement sur Facebook, Richelieu. Tu peux me trouver sur Facebook, Richelieu Custom Fishing Rod. Tu peux me trouver sur TikTok beaucoup. Oui, c'est facile de te trouver là. Puis écoute, c'est merveilleux de le voir travailler. Frank, c'est sûr qu'il va falloir que tu reviennes en studio. On n'aura
n'aura pas le choix. Il va falloir que tu nous présentes ce que tu as fait d'autre, c'est sûr et certain. Nous autres, on s'en va du côté de la pause déjà. La chronique est déjà finie. On s'en va sur le réseau ZEC à la ZEC, la Rivière-Blanche. Il s'en va à la pêche. Lui, il a trop aimé ça. Les gars, il est content, il part avec. Voilà. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Parmi les 3 types de territoires organisés pour la chasse, la pêche, la villégiature au Québec, il y a 3 joueurs qu'on connaît très bien. Un, entre autres, qu'on veut prendre le temps de vous présenter parce qu'il représente une offre qui est quand même phénoménale. C'est le réseau ZEC. Marie-André, ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. La première question que j'ai le goût de te poser, on vous appelle les ZEC. Tu as ça décrit sur ta calotte présentement, sur ton manteau aussi. Qu'est-ce que veut dire l'acronyme ZEC? ZEC, c'est pour Zone d'exploitation contrôlée. C'est des territoires là, vraiment de chasse, de pêche, mais aussi de plein air. Puis c'est géré là, par des organismes à but non lucratif qui sont en charge là, de l'exploitation, de la conservation, de l'aménagement de la faune aussi, là, puis de rendre les territoires accessibles là, à tout le monde finalement. Puis en termes de territoire, si on parle, mettons, de l'offre qu'a ZEC, le réseau ZEC, je veux dire, est-ce que c'est 4 ou 5 territoires? Parle-moi un peu de l'étendue. C'est quoi l'offre territoriale? C'est vraiment plus gros que ça. Là. On en a 63 ZEC, vraiment partout au Québec. C'est un petit peu éparpillé partout. Entre autres au Saguenay, en Mauricie, on va en retrouver. Mais en fait, dans toutes les régions, pas mal, on peut retrouver des ZEC. Ça couvre là, 48 000 km². Fait que c'est vraiment immense, là, les territoires pour les ZEC. Fortes sont les chances que les gens qui nous écoutent présentement ont une ZEC à proximité de chez eux. Ce qu'on veut, c'est promouvoir l'accès par les Québécois à des territoires qui sont organisés, qui sont gérés, qui ont des facilités aussi. C'est tout le monde qui peut aller en ZEC? Tout à fait. C'est accessible à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on arrive, il y a des postes d'accueil, là, donc c'est important de s'enregistrer. C'est un peu une question aussi de sécurité pour contrôler là, les accès. Donc, on va payer notre droit de passage là, par véhicule, puis payer si on fait, par exemple, de la chasse ou de la pêche, on va payer notre droit, notre forfait. Mais c'est accessible vraiment là, à tout le monde, en famille, entre amis. On peut même amener notre chien. Là. Donc, c'est vraiment là, accessible à tout le monde. Parle-moi des activités, justement, l'offre au point de vue activité. Qu'est-ce que je fais dans une ZEC? Bien, c'est plus connu, on sait, pour la chasse et la pêche, oui. Mais c'est plus que ça. Là. On peut vraiment aussi faire toutes sortes d'activités en plein air. Comme je disais, c'est des grands territoires, il y a beaucoup de lacs. Il y a plus de 16 000 lacs là, sur les ZEC. Donc, pour ceux qui sont adeptes de kayak, canot et tout ça, c'est parfait pour ça. Il y a aussi des hébergements. Donc, ceux qui veulent dormir puis qui n'ont pas l'équipement de camping, ils peuvent dormir sur les hébergements dans les ZEC. Ou ceux qui sont plus là, vraiment camping sauvage aussi, là, ça peut être un endroit merveilleux pour faire ça. De façon standardisée, il y a un accueil à la base de toutes les ZEC pour l'enregistrement, comme tu me disais tantôt. C'est aussi des gens qui connaissent le réseau, donc la ZEC dans laquelle je rentre, qui peuvent donner beaucoup d'informations, dont les fameuses cartes papier qu'on nous a toujours remis à l'entrée des ZEC. Mais dernièrement, vous avez fait des améliorations de ce côté-là aussi en rendant disponibles des cartes géoréférencées à l'ensemble des utilisateurs. Oui, vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est des territoires, là, on est dans le bois, on n'a pas de signal, souvent pas de réseau. Donc, c'est bon à savoir qu'on peut télécharger là, avec l'application, c'est Avenza Map. Oui. On télécharge la carte avant de se rendre, pendant qu'on a le réseau. Puis une fois qu'on est sur la ZEC, là, on peut ouvrir la carte, puis ça permet de voir vraiment en temps réel où est-ce qu'on est situé. Puis ça va permettre de voir, par exemple, sont où les points là, de mise à l'eau, s'il y a des points d'observation. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut retrouver sur la carte. Mais comme tu disais aussi, au poste d'accueil, les gens qui sont là vont pouvoir aussi probablement nous recommander des endroits où aller, tout ça selon ce qu'on veut faire. Avec le chemin, c'est d'aller directement sur le site du réseau ZEC et là, je peux télécharger mes cartes par secteur? Oui, sur le site web, là, il y a une section cartothèque. Puis là-dessus, on va trouver, il y a les cartes déjà aussi des ZEC. Puis il y a la procédure aussi qui explique là, comment faire pour aller télécharger l'application Avenza Map sur le téléphone. Donc, toute l'information là, est indiquée là, dans la cartothèque du site web. Puis tu as une autre option qui sont les cartes iPhone. Oui, ça, c'est une autre option pour les chasseurs, plus ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations sur le territoire pour la prospection du territoire avant la chasse. Donc, s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur les milieux, pour les aider finalement pour le gibier qu'ils recherchent. Là. Fait qu'il y a 3 types de cartes. Eux autres sont payantes par contre, puis ils sont renouvelables à chaque année, vont être mises à jour. Donc, si on l'achète une première fois, après ça, il y a un tarif différent là, et moindre pour la mise à jour d'une année à l'autre.
Présentement, on est sur la ZEC de la Rivière-Blanche. Je pense qu'il y a justement ici des aménagements qui sont faits. Là, j'ai vu les filles se promener. C'est qui qu'on vient rencontrer? C'est Marie-Ève Junot, la directrice générale de la ZEC. Puis son récent, là, c'est de l'été, là, donc vous allez pouvoir voir, tu vas pouvoir voir ça, là, c'est vraiment les beau. prêts à camper qui sont juste là. Ouais. Je pense que Kate, justement, est allée la rencontrer. On va les laisser parler ensemble. On va voir si on peut pêcher en quelque part. Parfait, je te suis. Marie-Ève, hey, je suis contente de te voir ici aujourd'hui du côté de la ZEC de la Rivière-Blanche. Tu es directrice ici, toi, sur la ZEC. Oui. Ça fait combien de temps? Je suis en poste depuis 2020, puis je suis rentrée, dans le fond, après avoir eu beaucoup d'expérience à la ZEC Batiscan Nelson. Mais dans le fond, mes principales tâches, c'est surtout de faire des montages de projets, puis d'essayer de développer au maximum la ZEC là, pour augmenter l'achalandage, puis avoir une autonomie financière, là, que c'est le sens du monde. Puis toi, tu pars de où ton background au niveau des études? Puis ça, est-ce que c'était ton objectif de te rendre ici? Bien, initialement, je te dirais que quand j'ai fait mon baccalauréat en bioécologie, je m'attendais un peu plus à travailler en fond. Fait que c'est pour ça que quand j'ai eu mes premières expériences de travail à la ZEC Batiscan Nelson, j'ai fait beaucoup de faune. Mais le temps passe, puis moi, dans le fond, j'ai plus d'ambition que ça. Oui. Donc, j'ai décidé de postuler pour être directrice de la ZEC, puis j'ai réussi à avoir le poste, puis je suis très contente aujourd'hui de où est-ce que je suis rendue. Oui. Mais c'est le fun de te voir là. D'ailleurs, tu as contribué à plusieurs projets ici sur la ZEC et on se trouve d'ailleurs dans un de vos sites de camping avec des nouveaux aménagements. On voit des prêts à camper. Oui. On nous en dit un petit peu comment ça fonctionne ici au niveau de l'hébergement. Bien, au niveau de l'hébergement, c'est des réservations qui se font habituellement sur téléphone. C'est 90 la nuitée, puis c'est des places, des tentes pour 4 personnes. On a eu nouvellement ça cette année, en 2022, grâce à la participation de Réseau ZEC avec le programme de diversification des activités. Puis c'est accessible à beaucoup de personnes parce que c'est dans un camping, les chemins sont relativement bien, ça se fait super bien en voiture. Il y a le bois de compris, tout est le matériel nécessaire pour faire de la cuisine est là. La seule affaire que vous avez besoin d'apporter, c'est votre literie, votre glacière puis votre nourriture. Fait que c'est un tout inclus, les prêts à camper, et c'est de plus en plus populaire. Oui. Très beau format ici. Il y a le camping, donc à côté, on peut amener tentes et roulottes. Oui, tentes et roulottes. Puis, tu sais, pour les plus grands en groupe, ça peut arriver qu'ils peuvent louer les 2 tentes, mais ça peut aussi arriver qu'il y en a qui viennent avec leur roulotte, leur petite famille, puis qu'on fait comme un mix de tout ça. Puis en même temps, c'est le fun parce qu'on a d'autres activités qui sont vraiment à proximité. Tu sais, on peut avoir, oui, la pêche, mais on a également des planches à pagaie, des kayaks. On a des sentiers pédestres qui sont vraiment tout près puis qui montent juste sur la montagne en arrière. On la voit pas, mais on a une super belle vue sur le lac Laurenceau. Puis c'est vraiment très agréable de pouvoir passer du temps en famille dans le terrain de camping. Ouais. Possibilité de faire de la chasse aussi. Oui, c'est sûr que rendu à l'automne puis au printemps aussi, il y a la chasse à l'ours qui est accessible. Mais oui, à l'automne, petit gibier, orignal, c'est les plus populaires. On a un peu de chevreuil aussi, mais c'est plus difficile parce qu'on est quand même dans le nord pas mal. Hey, il y a beaucoup de services ici du côté de la ZEC, de la Rivière-Blanche. Je pense que c'est un endroit à découvrir. Oui, en effet. D'ailleurs, est-ce qu'on va à la pêche? Ah, tu me proposes d'aller pêcher? Oui. Ben oui, go, Gaëtan, on y va. OK, parfait. C'est pas moi qui va dire non. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Marie-Ève, on se trouve présentement sur un des nombreux lacs qu'on peut trouver sur la ZEC de la Rivière-Blanche. Quel genre d'espèce de poisson qu'on peut pêcher ici? C'est de l'ombre de fontaine, principalement dans ce lac-ci. Mais sur notre territoire, on peut retrouver aussi de l'ombre le chevalier, du touladier sur 2-3 plans d'eau. Pas en grande quantité, mais quand même des beaux spécimens. Puis dans le secteur nord, on a aussi un peu de perchaude. C'est une qualité de pêche, on va dire, différente. C'est une chair de poisson qui est différente aussi, mais qui est quand même agréable à manger. Là. Au niveau des forfaits de pêche, qu'est-ce qu'on est capable de faire ici? C'est quoi les forfaits qui sont offerts à la ZEC de la Rivière-Blanche? Bien, si quelqu'un qui est intéressé à venir vraiment régulièrement, on a des forfaits de pêche individuels.
On a aussi les forfaits familiales. Puis ce qui est intéressant dans le forfait familial, c'est qu'on peut ajouter un étudiant qui est âgé entre 18 et 24 ans pour 75 $. Un adulte, un couple qui achèterait son forfait familial pourrait ajouter son enfant, là, même s'il est rendu majeur, il n'y aurait aucun problème avec ça. Puis sinon, on a quand même une tarification 18-24 ans qui est la moitié moins chère qu'individuelle habituellement. Fait qu'on favorise la relève en faisant ça, mais tu favorises pas juste la relève à la pêche, tu favorises aussi la relève dans tes lacs. Il y a une certaine gestion de tes lacs qui est faite. Oui, en effet, selon les statistiques de pêche qu'on analyse à chaque semaine puis annuellement, on peut décider de faire des restrictions de lac, c'est-à-dire un lac qui va être réservé à la pêche à la mouche seulement, un lac qui pourrait être ouvert seulement une journée par semaine, ou même une ouverture qui va être plus tardive au mois de juin. Ça nous sert, autrement dit, à essayer de limiter la pression ou faire, on va dire, toffer le lac plus tard en saison pour éviter que ce soit trop pêché, mais assurer une qualité de pêche tout au long de la saison. Ça prend des gestionnaires comme ça, puis vous voyez, à la Rivière-Blanche, c'est ça qu'ils font tout le temps. Ça prend des gens comme Marie-Ève, comme ça, qui s'occupent des plans d'eau. À cette heure, on le sort-tu là-dessus? Oui, vraiment, on est rendu là. Oui, Une. Oh yeah! à être petit. Ah, ben pas si petite. Mais non, mais super belle. Voilà. Oui, ramène-en un autre. Non, c'est par là, tu vas voir, tu vas en avoir des touches. Je sais, j'attendais que tu un remettes. beau bouillon, là. Hey, C'était solide, ça. c'était pas petit, hein? Non, ça, c'était plus gros, ça. Un doublé, ça serait-tu pas beau, hein? Ah ouais, il était. Oh, il y en a. Prends un petit doublé. Un petit doublé! Et puis ils veulent pas revenir, hein? Non. Hey! Deux belles truites, en pleine forme pour le coup. Hey, good job! Yes! High five! Super bon. Beau petit lac. Belle qualité de pêche. Merci, Marie-Ève, d'avoir reçu du côté de la ZEC de la Rivière-Blanche ce fichu de bel endroit, sérieusement, à voir et à revoir. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir, puis plaisir de se revoir une prochaine fois, peut-être pour la chasse au petit gibier. Oh, vendu. C'est bon, je prends l'invitation au mot. Excellent. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes, parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, on parle souvent de chasse, de pêche, de véhicules pour s'y rendre, etc. Mais une chose qu'on aborde moins souvent, c'est le camp dans lequel vous en allez. Pierre Duchesne de Beneva, comment ça va? Hey, ça va bien, Martin? Toi? Ça va super bien. Je suis content de t'avoir avec nous autres parce que il est arrivé dans les dernières années à des amis à nous, là, où vous reconnaissez les auditeurs de qui je parle, des malheureuses histoires avec leur chalet, que ce soit en territoire locatif ou encore en territoire privé, en territoire libre, en ZEC, etc. Ça amène beaucoup le... Comment on gère ça, un chalet? Bien la question d'assurance. On va appeler Pierre. On va appeler Pierre, demander de venir en studio, il va tout nous expliquer ça. Première des choses, un camp de chasse, ça s'assure-tu? Ben oui, ça s'assure. Les camps de chasse, ça s'assure. On dit des camps de chasse, c'est comme des... Pour nous, c'est comme des chalets. Oui. À partir du moment que les gens ont... C'est leur bâtiment. C'est possible de l'assurer. C'est sûr que les assureurs vont avoir certaines conditions, certaines questions qu'ils vont poser pour s'assurer que c'est un risque qui est raisonnable. Ce qui ressort beaucoup,
c'est est-ce que le chalet est situé à un endroit où est-ce que c'est carrossable, où est-ce qu'on peut se rendre en auto? Si la réponse est non, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'assurer? Non, on peut l'assurer quand même. Il y a beaucoup d'assureurs qui vont offrir de l'assurance. Est-ce que ça va être les mêmes protections que une maison, la maison qu'on habite à tous les jours? Bien, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Souvent, ces bâtiments-là ne sont pas entretenus de la même manière, ne sont pas habités à l'année. Donc, c'est toutes des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et il va y avoir aussi les appareils de chauffage. Oui, j'imagine, parce que tu modifies le risque automatiquement, dépendamment. C'est une bonne annexe très, très, très récente versus une truie installée à peu près. Oui, puis c'est pas tant est-ce qu'elle est récente ou est-ce qu'elle n'est pas récente. Il faut qu'elle soit bien installée selon les règles. Sinon, évidemment, il y a un risque d'incendie qui est important. Mais là, est-ce que ça veut dire que le fait d'assurer mon chalet est tributaire d'une inspection de ce chalet-là par l'assureur? Non, la plupart des assureurs ne vont pas demander des inspections. Souvent, ils pourraient demander des photos de l'installation du poêle à bois. Mais le chalet lui-même, très rare qu'un assureur va aller visiter les lieux pour toutes sortes de raisons. Ce qui est important de savoir, c'est que les chalets, c'est pas des primes d'assurance qui sont nécessairement élevées. Puis là, je dis chalet, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, un chalet, ça peut aller du camp de chasse, un chalet un petit peu moins rudimentaire, à une résidence secondaire qui peut être habitable à l'année. Donc, évidemment, dépendamment où est-ce qu'on se situe parmi les types de bâtiments, les protections vont changer, les primes vont changer. Donc, c'est important de poser les bonnes questions parce que, bon, par exemple, les dommages causés par l'eau, par exemple, l'infiltration par le toit, souvent, pour des chalets, c'est le genre de choses qui ne seront pas couvertes. Donc, c'est important de s'informer. Le vol. Mais ça, c'est une des choses, parce que ce qu'on entend beaucoup, puis tu vois, c'est une mode chez les chasseurs que de mettre des caméras de surveillance de chasse alentour de leur chalet parce que c'est quand même fréquent du braconnage ou de l'entrée par infraction, l'utilisation non autorisée des chalets. Puis souvent, bien, quand tu arrives là, il reste plus tout ce qu'il y avait quand tu es rentré. Là. Exactement. Des fois, les gens ont tendance à penser qu'à cause qu'on est à l'extérieur des grands centres, le risque de vol est diminué. Oui, c'est sûr qu'il est diminué du fait que, évidemment, il y a moins de monde qui circule là. Sauf que, justement, à cause qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés puis qui volent, bien, il n'y a pas vraiment personne qui va pouvoir... c'est sans surveillance. Exactement. Donc, c'est sûr que lorsqu'on quitte le chalet, on s'arrange pour mettre des caméras de surveillance. C'est une bonne idée, sauf que si on se fait voler, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement les rattraper, les criminels. Bien sûr. Donc, on essaie évidemment de laisser le moins de biens de valeur possible sur les lieux. C'est sûr que si on a des embarcations, si on a des VTT, des motoneiges, particulièrement si on les laisse sur des remorques. Si on les laisse sur des remorques, c'est un peu une invitation aux voleurs pour qu'ils partent. Mais elles devront être assurées indépendamment du chalet, l'assurance VTT, etc. Puis ça m'amène à quelque chose d'autre, parce que déjà, c'est pas très coûteux, de ce que je peux comprendre, d'assurer un chalet. Est-ce que ça rentre comme... Moi, par exemple, nos véhicules puis la maison sont assurés les deux chez Beneva, de manière à ce que j'ai une réduction de coûts. Ça rentre-tu dans le même genre de mathématiques chez vous, si j'embarque le chalet là-dedans, puis le VTT? Les chalets, ça va dépendre du type de chalet, à savoir s'il va y avoir un rabais additionnel qui va être ajouté. Puis là, je parle de façon générale dans l'industrie. Je ne voudrais pas donner exactement la règle précise pour Beneva, parce que les gens sont assurés un peu partout. Donc, ça va varier. Par contre, de façon générale, c'est sûr que lorsqu'il y a un sinistre, le fait d'avoir tout au même endroit, bien, si on a un sinistre, par exemple, qui touche le VTT, qui touche le chalet, qui touche des biens qui sont habituellement à la maison, bien, au lieu de payer une franchise sur chacun des items, bien, la plupart des assureurs vont permettre de payer juste une franchise, souvent qui est la plus élevée, par contre, mais il y en a juste une qui est à payer pour l'ensemble des items. C'est accommodant. Exactement. Dans tous les cas, Pierre, je pense que de contacter
directement Beneva pour un petit peu présenter le dossier. Moi, j'ai un chalet. Bien, pour un chalet, la définition d'un chalet, c'est sur le bord du Memphrey Magog avec 5 étages de haut. Pour l'autre, c'est 4 feuilles de plywood avec une polythène sur le toit. C'est de définir c'est quoi le chalet. Puis, voici les autres produits assurables que j'ai chez nous. Est-ce que je peux... Ça va être chez vous qu'on va donner les renseignements. C'est relativement facile aussi, la procédure. Oui, c'est facile. Puis, faut pas se dire, mon chalet... Si, mettons, il passe au feu, ça me dérange pas tant. Ça n'a pas nécessairement une grande valeur. Moi, c'est plus ma terre ou ces choses-là. Il y a quand même un risque en responsabilité civile qui est important d'assurer aussi. Donc, il ne faut pas juste voir la valeur matérielle du chalet. Il faut voir aussi sa responsabilité civile. S'il y a des gens qui viennent chez nous et qui se blessent ou il y a un incendie ou il peut arriver toutes sortes de choses, il peut y avoir des recours contre nous. Donc, c'est important d'avoir une bonne assurance là, de ce côté-là. Ça, c'est un gros point que tu touches parce que souvent, on y pense pas. Mais la jurisprudence puis la loi est ainsi faite qu'un cambrioleur qui rentrerait à la maison puis qui se blesserait ou encore qui séjournerait parce qu'il est perdu dans mon chalet parce qu'il a froid puis il allume, par exemple, le foyer n'est pas dans les normes, ça pogne en feu, il est blessé. Je suis imputable. J'ai tout intérêt à être assuré pour ça. Bien, je suis d'accord avec toi, Martin. Moi, je ne m'assurerais pas nécessairement avec cette optique-là, parce que rendu là, ça sera à la cour de décider qu'est-ce qui... Mais il y a tellement de situations autres que, disons, un criminel qui va mettre le feu dans mon chalet, qui peuvent arriver, pour lequel notre responsabilité peut être engagée, que juste pour cette raison-là, je pense que ça vaut la peine là, de faire les démarches. Et comme je disais, les chalets, c'est pas nécessairement très coûteux à assurer, tout simplement parce que maintenant, le risque, il est plus tant au niveau des incendies pour les assureurs. Si on regarde les résidences, nos résidences principales, c'est le dommage par l'eau. Oui. Et c'est moins souvent des dommages par l'eau qu'il va y avoir dans des chalets. Et quand je dis des chalets, c'est sûr que si c'est une résidence secondaire, ça peut être relativement similaire. Mais c'est rarement connecté au réseau de la ville, pour des raisons évidentes. Donc, il y a certains risques qu'on ne retrouve pas dans des résidences qui sont un peu plus en ville ou occupées à l'année. Faut vraiment appeler à ce moment-là, c'est pour voir quel type de couverture va être intéressante pour le chalet versus la maison. Exact. Voir si on peut combiner tout ça. On doit aller du côté de la pause. Pierre, je te remercie infiniment. Tu reviens en studio quand tu le veux, tu le sais. On se dit à la prochaine. L'autre bord de la pause, on parle de restauration de l'habitat pour le castor. Dans le dossier de sauvegarde, la tortue mouchetée. Restez là, on vous revient. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Jean Fink de la régionale Outaouais de la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Dis-moi, au travers du programme Faune en danger de la Fondation de la Faune et d'autres intervenants, vous guidez un projet qui concerne les milieux humides par chez vous, mais d'une manière très particulière. Exactement. La région de l'Outaouais renferme la seule population homologuée de tortues mouchetées au Québec, qui est une espèce qui est classée menacée selon la loi fédérale des espèces en péril et la loi provinciale sur les espèces menacées. Alors, quand le gouvernement donne un statut à une espèce comme ça, il y a des plans de rétablissement qui doivent être faits par les provinces, notamment, et accompagne ce plan de rétablissement, c'est un plan d'action pour restaurer des habitats, rétablir les populations, à tout le moins éviter qu'ils continuent de décliner. Alors, en Outaouais, en ayant la seule population de tortues mouchetées au Québec, la régionale 07 de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a appliqué au programme Faune en danger pour régler un problème qui est très présent en Outaouais, c'est-à-dire le démantèlement des barrages à castor. Il faut savoir que la tortue mouchetée vit essentiellement dans les étangs à castor. Alors, il y a certains étangs à castor, certains barrages qui sont près du réseau routier. Les municipalités considèrent à ce moment-là que le barrage à castor constitue un risque pour l'intégrité du réseau routier et un risque pour la sécurité des citoyens qui y circulent. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en demeure les propriétaires fonciers de démanteler le barrage à castor.
Alors, quand on démantèle le barrage, l'étang s'assèche et on perd toute la biodiversité, y compris l'habitat de la tortue L'habitat de mouchée. cette tortue. Mais là, on fait quoi pour solutionner ça? Alors, on a mis... en fait, on applique un système qui a été développé dans le parc de la Gatineau, en Outaouais, qui est un système de contrôle de niveau d'eau, qui est en fait un drain de 25 cm pouces. La prise d'eau est sous un flotteur que les castors ne peuvent pas trouver. OK. Alors, le pas de flotteur... danger, non, le flotteur est à environ 10 mètres du barrage et il est installé, il est ancré là avec des blocs de ciment, de façon à ce qu'il puisse monter ou descendre avec la variation du niveau d'eau. Attaché à ce flotteur-là, il y a un drain qui est ancré au fond de l'étang et qui passe au travers du barrage à castor. Et à l'autre, au bout, à la sortie du drain, on met un coude de 90 degrés qui est essentiellement une cheminée. Puis on va couper la cheminée à la hauteur du niveau de l'eau qu'on veut avoir en amont du barrage. Alors, ça fonctionne sur le principe du siphon. Il faut que la sortie d'eau soit plus basse que l'entrée. Et voilà. Et quand le compromis qu'on a avec les municipalités, c'est qu'on baisse le niveau de l'eau de 25 à 30 cm, qui diminue le risque d'effondrement du barrage à castor, donc protège le ponceau qui est en aval, mais on maintient l'habitat. On conserve le milieu humide. Alors, on a à peu près 500 hectares de protégés comme c'est là, dans l'habitat de la tortue mouchetée en Outaouais. Et on est allé chercher, notamment avec Faune en danger, mais d'autres partenaires, près d'1 million de dollars depuis 2012 pour restaurer et protéger. Ça a été investi directement là. Et tous les matériaux, les entrepreneurs qu'on engage, c'est toute la main-d'œuvre locale et des matériaux qui sont dépensés en région. Donc, ça profite à l'économie. Et on sait que les milieux humides sont aussi des corridors de déplacement importants pour la grande faune. Oui. Donc, c'est pour ça que la Fédération a accepté d'embarquer là-dedans. On travaille sur des espèces menacées, mais on protège aussi les corridors de déplacement du cerf de Virginie, de l'ours noir, de l'orignal, les animaux à fourrure, etc. Et tout le monde en profite en même temps. Donc là-dedans, énormément d'actions bénévoles, évidemment, puisque c'est chapeauté par la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs, qui est essentiellement vie de l'action bénévole. La Fondation de la Faune, est-ce qu'il y a d'autres acteurs dans ce dossier-là en particulier? On a le programme fédéral, qui est le programme d'intendance des habitats, qui fournit, parce que la Fondation de la Faune, son programme Faune en danger, finance essentiellement 50 des coûts d'un projet. Ce qui est énorme déjà. Donc, on va chercher la balance des programmes fédéraux avec d'autres organismes de conservation, comme la Société pour la conservation de la nature du Canada. Il y a Canard et l'Unité qui est embarqué dans certains projets. Le ministère aussi contribue à sa façon aussi, soit en mettant du temps à personne ou même de l'argent pour conserver ces milieux-là. Des actions concrètes sur le terrain. Il vous faut encore une fois que de l'huile de coude au Québec, il y en a qui est mis sur le terrain. Et un très bel exemple d'association, de partenariat aussi de plusieurs organisations. Fondation de la Faune, Fédération québécoise chasseurs-pêcheurs, le fédéral, les acteurs locaux et essentiellement beaucoup aussi de main-d'œuvre bénévole. Jean, un énorme merci. Merci beaucoup. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Browning a toujours été très populaire dans les armes à feu et les vêtements. On a connu des vêtements qui sont encore accessibles aujourd'hui, comme le BTU, les Hells Canyon, etc., qui sont très, très, très à propos. Effectivement. Mais là, cette année, wow! Chef-d'œuvre! Bien, ça a commencé l'année passée même avec le nouveau Ovix, le nouveau camo Ovix. Puis cette année, on nous présente une gamme dans le Ovix qui est très, très, très étendue au niveau des possibilités de vêtements, des accessoires. On va voir, il y a une autre surprise en arrière, là, mais aussi des accessoires qui vont alentour des vêtements. Effectivement. Dans le camo qui, pour moi, présentement, est un de ceux qui se blende le plus ou qui se mélange le plus à son environnement sur le marché. Un camo qui nous permet de passer vraiment inaperçu avec une conception qui est géniale. Là, en partant du pavement, là. Oui, vraiment. Tu l'as porté, entre autres, dans une chasse qu'on a fait l'an dernier en Alberta ensemble. Absolument. Donc,
Tu l'as adoré, de un, pour la coupe, parce que la coupe Hero Fit qu'on appelle, donc qui est vraiment beaucoup plus ajustée, qui est faite pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus élancées aussi, donc en le mettant, on va le voir. Mais c'est une coupe qui est le fun pour les chasseurs. Pourquoi? Parce que ça nous prend une certaine mobilité, ça nous prend une certaine stabilité aussi au niveau du tissu, parce que si on a un tissu qui poche un peu trop, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de pouvoir appuyer notre arme ou de pouvoir justement appuyer, même encore faire nos mouvements à l'arc. Bien, avec celui-là, tu trouvais ça génial. Absolument. La coupe est le fun parce que ça suit le mouvement énormément. Au niveau de l'arc aussi, de la façon dont il est fait, c'est rectiligne, c'est bien cintré sur le bras. Donc, j'aurais pas... D'un côté, j'ai pas... Tu sais, généralement, pour avoir amplement d'amplitude pour le mouvement de l'étirer, j'ai besoin d'avoir beaucoup de tissu. Là, j'ai pas beaucoup de tissu, mais la conception fait que je suis capable d'avoir une bonne allonge sans aucun problème. La relâche va bien se faire. À l'arme, c'est la même chose. Exact. Puis même sur le plan sécurité et déplacement, t'accroches pas d'un branche ou en montant dans le tree stand. T'as quelque chose qui est dans le Mirador ou peu importe. T'as quelque chose qui est très confortable, qui est performant au niveau du son. Oui. J'ai un micro, là, ici, là. On n'entend rien. De un. De deux, on a adressé aussi les fermetures éclair. Oui. C'est des low noise, à faible bruit. Oui. Évidemment, si vous me tirez ça d'une claque, ça va faire du bruit, mais si on le tire progressivement, pas trop fort, ce sont les nouvelles technologies de fermeture éclair qui sont très peu bruyantes. Parlant de fermeture éclair, on a rajouté quand même pas mal de poches. On a des endroits pour mettre du stock ajustables partout aussi. Oui. Ventilation aussi, donc c'est quelque chose qui est appréciable des fois quand on va à l'extérieur. Donc d'avoir la ventilation ici en dessous, hein, parce que là, on parle d'un manteau de début de saison. Donc il risque encore de faire chaud en début de saison. Oui, ça peut être pratique de pouvoir ventiler un petit peu et ils y ont pensé. Par exemple, marcher beaucoup. Et le pantalon qui va avec, qui est aussi un pantalon léger. Donc, dans le cas du Pavement, qui est la première, j'allais dire l'entrée-de-gamme, pas l'entrée-de-gamme, le moins chaud. Donc, celui pour le début de saison, définitivement. Super confortable. La coupe est vraiment sur la coche. Moi, c'est le camo. Là. Je regarde dans le moniteur témoin, là-bas, je fais comme le camo, il est vraiment incroyable. Après le Pavement, on monte dans un nom qu'on n'oubliera pas, de par la série Yellowstone, le nom de famille de toute la gang, le Dutton. Le Dutton. Écoute, de un, par son nom, il est venu tous nous chercher, c'est sûr et certain, mais il est aussi venu chercher une couche d'isolation supplémentaire. Donc, au niveau de la coupe et au niveau, dans le fond, du pantalon, on a vraiment quelque chose qui est optimal parce que, bon, on va chercher un petit peu plus de chaleur, donc on y va plus sous forme de bibs. Donc, on va y aller avec une salopette qui va cacher le bas du dos, qui va avoir également la ceinture pour pouvoir nous permettre un petit peu... Une bonne rallonge au rein, là. Exact. Puis qui va nous pouvoir... La ceinture nous permettre aussi, parce que des fois, ça a l'air niaiseux, mais souvent sur les bibs, on n'a pas la portion ceinture. Tout le temps, il l'oublie tout le temps. Il y a ça, puis la chaleur va aussi se dissiper beaucoup plus facilement. Donc, avec une ceinture, on va garder notre chaleur collée au corps, ce qui fait que ça fait une grosse différence avec les Dutton. Oui, puis le confort est là, parce que là, j'ai vraiment un bon comment on appelle ça, un minou, un polar, un fleece, qui est à côté sur les reins. Ça fait une méchante différence parce que le joint qui vient créer le manteau, qui est aussi d'une belle proportion à l'arrière, ça vient vraiment sceller le bas du dos. Fait qu'on est super confortable. Flexibilité du tissu A1. Les fermetures éclair dans le bas des jambes. Exact. Regardez la longueur des fermetures éclair dans le bas des jambes. Là, c'est long. On peut embarquer par-dessus la botte de rubber, la bonne vieille botte tube. C'est facile de venir la refermer par-dessus. Puis on a un renfort sur le tour. Fait que ça tient très bien en place. Très confortable. On reste au chaud. Puis c'est efficace aussi. On a également l'ensemble unisexe qui est sorti, donc qui peut très bien convenir aux femmes également. Même chose au niveau du rangement pour ce qui est des poches. Alors, on a tout ce qu'il nous faut. Vraiment un beau bibs forme salopette. Un petit peu plus épais, donc on se dirige un petit peu plus vers fin de saison, plus un mois de novembre. J'ai le manteau sur le dos, donc on a vraiment quelque chose qui est un petit peu plus épais, en dessous duquel on peut mettre suffisamment de couches. La coupe est faite en fonction de ça aussi, donc le principe multicouche s'applique très, très bien. Et il y a toute la gamme de vêtements Ovix, justement, qui sont... Les sucres, les mitaines, les cache-cous. Même les gilets, les gilets 3/4 pour pouvoir mettre en dessous, pour pouvoir vous mettre quelques couches. Dans les mêmes technologies très peu bruyantes qui se blendent avec l'environnement. C'est chaud, mais ça respire. Très intéressant. Le fameux sac à dos. Oh oui! Avoue qu'il est beau, hein? Oh oui! Ah oui, il est un petit peu plus gros qu'un format Daypack, donc c'est le Gannett ici qui se démarque dans le 5500. Un petit peu plus gros, mais énormément de rangement et de capacité. Mais il existe aussi dans le 3500, donc plus petit que ça, là. Donc, on a vraiment tous les différents formats dans le même camo. Mais là, tu disais que tu avais une surprise, pas nous sortir. Ah oui. Ton sac, en passant, là, la configuration de ce sac-là, il rentre du stock en tabarouette là-dedans. Bien, c'est sûr. Ben moi, là, ça, c'est un... Ne passez pas à côté.
Browning a fait le camo Ovix pour ses armes à feu. Eh oui, écoute, on a toute la gamme. On parlait des accessoires tantôt, mais là, tu peux vraiment dissimuler au complet dans le bois avec le nouveau camouflage Ovix. Puis on le voit avec la carabine aussi. On en parlera un petit peu plus tard en saison, peut-être de rentrer dans les différents détails de cette carabine-là. Mais c'est le fun de voir que justement, ils ont agencé au complet la gamme. Alors, c'est le trend de l'année, le Ovix, mais pas juste au niveau look. Non seulement il y a un fichu de beau look, mais il est excessivement efficace comme camo dans le bois. Là, on fait des babayes là, ça a l'air on va sortir de là. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas, vous nous suivez partout, nous, au live, Facebook, etc. Inscrivez-vous à toutes les patentes là, pour nous rejoindre partout, puis vous allez être super contents parce qu'on en fait plein en dehors de l'émission. On se revoit la semaine prochaine, nous autres. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.